Salam alaikum, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet important parmi les plus controversés de l'histoire de l'humanité. Nous allons parler du droit le plus fondamental, du droit de l'homme. Et comme nous sommes au Maroc, il est impératif de voir quelles sont les actions que le Parlement marocain mène à ce sujet. Nous avons ici Ma'ana Sir Abdelrazak Hamouché. Hamouché, marhaba bik. Euh, J'aimerais poser alors la première question. Ce livre figure comme un véritable bilan des actions du Parlement. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Tout d'abord, merci beaucoup. Merci au Consulat général du Maroc à Strasbourg et merci à Cédis qui m'a donné l'occasion de partager avec vous ce moment, je l'espère agréable et utile. Je dirais d'abord que c'est la rencontre numéro 31 dont les présentations que j'ai faites au Maroc. J'en ai fait 28 sur tout le territoire marocain et c'est le troisième sur le territoire français. J'étais à Paris, Reims et maintenant à Strasbourg. Demain, je vais me rendre en Belgique pour le même exercice. Euh, L'ouvrage, d'abord, il a été écrit en langue arabe l'année dernière, mars 2022, donc l'édition arabe et l'édition originale, puis euh, dont j'ai un souci aussi d'élargir un peu le spectre des gens qui pourraient être intéressés par la thématique. J'ai envisagé de le traduire non seulement en français, mais il sera aussi publié en anglais et en espagnol. Euh, donc, les motivations personnelles et aussi objectifs qui m'ont poussé à produire ce livre, d'abord, ils sont liés à mon parcours personnel. Mon parcours, il est partagé entre, comme je disais il y a une semaine, entre deux amours. Donc, l'amour pour la cause des droits humains et défendre les droits humains et protéger les droits humains. C'est un parcours, je dirais, d'engagement citoyen, d'engagement militant. Et puis mon parcours professionnel en tant que fonctionnaire, un cadre de la Chambre des représentants au Maroc. Donc c'est là où j'ai commencé ma carrière depuis 1994. Avant ça, j'étais bien sûr ce qu'on appelait le service civil. J'ai fait aussi la fonction d'enseignant en philosophie, dont je suis diplômé. Et durant ce parcours, euh, dans cette dualité, l'intérêt pour les droits humains et l'intérêt aussi pour l'action parlementaire m'ont amené à un moment de réflexion, de constater que les deux mondes ne se connaissaient pas assez. C'est-à-dire que les défenseurs des droits humains ne connaissaient pas assez le Parlement et, et toute la machine parlementaire et l'exercice parlementaire et vice-versa. Et les parlementaires aussi ne connaissaient pas cette galaxie droits humains qui est si complexe et, et qui nécessite une connaissance fine et approfondie de la part des députés. Donc, je me suis dit, donc, c'est de mon devoir de contribuer modestement à établir un certain pont entre les deux mondes, le monde des activistes des droits de l'homme et les gens qui s'occupent de l'action parlementaire, soit en tant qu'élus, soit en tant que professionnels, donc qui font partie de l'administration parlementaire. Donc, c'est une motivation qui est liée à mon parcours. Et d'autant plus que lorsque j'ai commencé à travailler sur ce projet, et comme tout chercheur qui se respecte,
j'ai commencé par le commencement, ça veut dire explorer un peu la bibliographie de l'existant sur cette thématique. Et j'ai pu constater que depuis l'indépendance, on n'a pas pu travailler sur cette thématique au niveau recherche académique ou recherche-action, tout ce qu'on veut. Donc, sur cette question, j'ai découvert uniquement deux contributions sous forme d'articles scientifiques. Un qui remonte à 1984 par le professeur Gleitzman de la fac de droit de Rabat. Et donc, c'est une contribution à un colloque qui était organisé à l'occasion sur le bilan du Parlement marocain de l'époque 1977 jusqu'à 1984. Et, et le deuxième article, la deuxième contribution remonte à 2018. Ça veut dire 1984, 2018, on a uniquement deux contributions sur cette thématique. Bien entendu, je précise qu'il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de contributions, il y a beaucoup de thèses de doctorat, beaucoup de recherches sur le Parlement et sur le pouvoir législatif. Il y en a beaucoup. Comme aussi, il y en a assez de recherches sur les droits humains en général, aussi les droits humains au Maroc. Il y en a aussi des recherches et des thèses, mais il n'y a pas donc de travaux sur cette relation et cette articulation, cette jonction entre le Parlement et le droit de l'homme. En quelque sorte, la question qui se pose, en quoi le Parlement il est concerné par le droit de l'homme et qu'il ait un peu ses responsabilités et qu'il ait son apport et qu'il ait aussi ses fonctions par rapport aux questions de droit de l'homme. C'est ça un peu la problématique de mon travail. Et sur ce registre-là, donc il y a peu de choses sur la question. Et ce qui m'a amené, bien sûr, à entreprendre cette aventure au moment du premier confinement de Covid. Donc, pour moi, le Covid était bénéfique parce qu'il m'a permis de concentrer tout mon effort sur ce travail. Voilà. Ma dernière question, elle se porte sur un droit fondamental, celui de vote, celui de représentativité au sein du Parlement marocain. Nous sommes ici à Strasbourg dans un consulat. Pourquoi, la question qui revient toujours, les émireux n'ont pas un représentant sur le Parlement? Ouais, nous sommes le 10% de la population, presque 5 millions. Casa, c'est une ville avec 3 millions d'habitants un peu plus. Du coup, nous imaginons pas un représentant, un Parlement marocain sans représentant de la ville de Casa. Pourquoi nous avons toujours un Parlement sans des maires? Est-ce que c'est honnête? Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'il y a une analyse? Est-ce qu'il y a un avancement sur cette question? Euh, c'est une question récurrente, bien sûr, qui est toujours d'actualité, surtout quand on a une occasion comme celle-ci. Euh, il y a, à mon avis personnel, il y a deux choses à prendre en considération. La première, c'est qu'il y a eu des recherches, des études scientifiques au niveau des bonnes pratiques à l'international sur la question de participation de la diaspora politique. Et la dernière étude de ce genre a montré, bon, il est ce qu'il est, donc on peut bien sûr la critiquer, il démontre que la tendance générale, c'est encourager la diaspora à s'intégrer dans le système politique des pays d'accueil, tout en gardant des liens avec leur pays d'origine. Et cette démarche a apporté beaucoup de résultats positifs, plus que d'autres formes de participation. Parce que une compétence qui est bien insérée dans un parti politique, dans les institutions du pays d'accueil, est beaucoup plus utile à lui-même d'abord, mais aussi il est plus utile à son pays d'origine. Donc ça, c'est un peu ce qui ressort de ce genre d'études. Il vaut ce qu'il vaut, bien sûr. Le deuxième point, c'est
il faut aussi tirer les leçons des échecs. Parce que le Maroc avait déjà expérimenté la représentation du Marocain du monde au sein du Parlement dans l'expérience de 1984. Et tous les chercheurs sont d'accord pour constater que ce n'était pas une bonne expérience, pour ne pas dire autre chose. D'ailleurs, bon, ça suscite beaucoup de questions, notamment sur le caractère, je dirais, raisonnable d'avoir une circonscription qui s'étale sur l'Amérique du Nord, par exemple. Toute l'Amérique du Nord est un découpage un peu je dirais, surréaliste. Euh, et puis, bien sûr, on va nous dire que maintenant, il y a une évolution au niveau des technologies, qu'il y a moyen de se connecter avec l'électorat. Oui, c'est vrai, mais ça ne résout pas aussi d'autres problèmes. La question, par exemple, qu'on appelle la double allégeance, quand on est dans une situation un peu, je dirais, délicate, comment on peut se situer, est-ce qu'on va défendre le pays d'origine ou bien défendre le pays d'accueil. Donc, quand il y a des conflits ou des moments je dirais, critiques. Mais personnellement, sur le principe, bien sûr, il est prescrit dans la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a un engagement ferme, clair, de la part du législateur sur le fait que ce sont des Marocains qui ont les mêmes droits que tous les Marocains, à savoir donc le droit d'être représenté et avoir éventuellement une représentation au niveau des pouvoirs législatifs. Maintenant, il faut voir quelle serait un peu la meilleure manière de mettre en œuvre ces principes. Je crois que il y a d'ailleurs tout à l'heure j'ai vu une réponse du ministre des Affaires étrangères, M. Nassar Bouretta, à une question parlementaire écrite pour justement la mise en œuvre des directives royales sur le Marocain du monde. Et je pense qu'il y a un travail, comme a dit le ministre dans sa réponse, pour essayer d'amener des réponses et des mesures concrètes pour la concrétisation de ces directives royales, notamment cet aspect institutionnel des Marocains du monde. Voilà. S'il vous plaît. D'accord. Noté. Oui, tu peux prendre la parole. Hein. Oui, c'est vrai. Comme. Merci pour m'avoir donné la parole. Merci encore, Cédric, pour nous avoir permis encore une fois de plus, en tant que Marocain du monde, de comprendre pas mal de choses, malgré qu'on est un petit peu donc dans, ailleurs que notre pays. Passons par la dernière conférence sur le système de la santé. Aujourd'hui, sur les droits de l'homme et le Parlement, un sujet vraiment très très intéressant. Et avec ces quelques conférences, je pense qu'avec la chaîne YouTube du consulat de Strasbourg, qui va devenir presque une encyclopédie audiovisuelle pour tous les Marocains du monde qui souhaitent comprendre un peu ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, à savoir leur pays donc d'origine. Moi, mes questions, donc j'avais un petit peu une question que si Walid a pu poser sur la représentativité des Marocains du monde. Vous avez cité, donc je commence par votre dernière réponse. Vous dites qu'il y avait une expérience de 84. Mais le Marocain du monde de 84 n'est pas le Marocain du monde d'aujourd'hui. Le 84, c'était les tout premiers ouvriers en Italie.
les générations de miniers, donc les premiers enfants, je pense, qui deviennent adultes des miniers du Nord. Et d'ailleurs, si il y avait deux films dans la Louali sur ce sujet. Il a fallu aussi attendre quelques incidents pour donner des droits à des Marocains du monde, à des anciens combattants. Est-ce qu'il faudra attendre aussi un incident pour dire, tiens, aujourd'hui, ce n'est plus le Marocain du monde de 84 pour qu'il soit représenté. C'est vrai, vous avez cité comme il a dit M. Haït, il y avait des questions très, très sensibles et vous avez su vraiment faire un état des lieux. Franchement, votre intervention d'aujourd'hui, c'est à revoir, à voir et à revoir pour vraiment voir les choses parce que vous faites un état des lieux, une explication très détaillée du sujet. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses au-delà de ce que vous avez écrit dans ce livre. L'histoire du double allégeance, l'histoire du Marocain du monde, est-ce que, parce que c'est pas un Marocain, la plupart des Marocains, ce sont pas des Marocains qui sont partis contents ou pas fâchés avec le pays d'origine. Est-ce qu'ils ne seraient pas encore fâchés quelque part avec l'état donc d'accueil, la terre d'accueil? Est-ce qu'ils sont prêts pour représenter le, le, le Maroc et les Marocains du monde dans une institution qui est le Parlement? Euh, donc là, c'était ma première question. Est-ce que 84 à aujourd'hui, ça ne suffit pas pour dire c'est l'heure ou pas? La deuxième question, c'est par rapport à le Maroc aujourd'hui, il adhère au système économique mondial. Il devient parmi les pays donc économiquement, euh, j'ai envie de dire, une puissance économique au niveau de la. Donc on a vu un petit peu au niveau de l'automobile, au niveau des énergies renouvelables. Récemment, on parle ce sera aussi une destination pour l'hydrogène et compagnie. Et à chaque fois, ça revient cette histoire de droits de l'homme. On sait très bien que entre le Parlement, si Walid tout à l'heure a cité qu'on est à 2 pas du Parlement européen, cette histoire sur le droit de l'homme n'est pas encore résolue. Il a suffi que quelques parlementaires n'avaient même pas vérifié leurs papiers, ils ont monté un coup contre le Maroc. On n'est toujours pas à l'abri d'une semblable situation. Je voulais dire, est-ce que le Conseil des droits de l'homme aujourd'hui, et là vous avez cité le Parlement, avec le Parlement marocain, dispose des moyens pour contrer ce genre d'attaque? Et on est à l'ère du cyberattaque, on est à l'ère des réseaux sociaux. Est-ce qu'on a assez de moyens pour, par exemple, contrer tout ce qui te dit sur le Maroc pour nuire par jalousie, par haine à son développement, à sa souveraineté? Est-ce que le Conseil des droits de l'homme aujourd'hui peut jouer ce rôle pour contrer ce genre d'attaque parce qu'on n'est pas à l'abri, je disais. Et puis la question de notre journaliste de Mimlen, que sur le Maroc qui est à majorité rural, est-ce qu'il y a des workshops ou sortes d'ateliers? Parce que les élus qui représentent le Marocain rural, qui sont au Parlement marocain, eux aussi, ils ont besoin d'être formés et d'être un petit peu préparés pour défendre ceux qui ont voté pour eux, parce que les Marocains des petites villes et campagnes, pas reculés mais lointains, ils n'ont pas toutes les notions pour comprendre. C'est vrai qu'il y a que ces textes que vous avez bien cités, vous dites, nous, on veut une marocanité des droits de l'homme, pas apprendre des choses qui sont déjà prêtes, bien écrites dans l'Occident, et bien les appliquer, ça se fait pas. On est un royaume parmi les plus anciens des royaumes qui existent, et on a envie d'avoir une identité à nous qui s'adapte à notre tradition et nos mœurs aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Pour rebondir aussi sur ce qu'a dit notre ami Nordine sur la question de la double allégeance. Alors, les citoyens marocains, les véritables, il y en a certains qui ont la nationalité, mais d'autres n'ont pas la nationalité. Et s'ils ne peuvent pas voter en France, ils ne peuvent pas voter ni au Maroc ni en France, leur voix n'est pas entendue ni là-bas. Et c'est un peu compliqué de ce point de vue-là.
Euh, je suis tout à fait d'accord avec Sinoddine du fait que le Maroc de 1984 n'est pas le Maroc actuel, ça c'est sûr. Mais j'ai évoqué l'expérience de 1980, j'ai dit seulement pour tirer les leçons d'un échec. C'est-à-dire que si on va aller vers la concrétisation de la participation politique des Marocains du monde dans la vie politique nationale, y compris la question de la représentativité au niveau du Parlement, on doit la mettre en œuvre avec les données et les ingrédients d'aujourd'hui, bien sûr, en tirant le leçon de ce qui n'a pas marché auparavant. C'est ça un peu ma pensée. Et pour ce qui est de la contre-attaque, je crois que euh, il y a, en tout cas, les gens qui sont dans la sphère de droits de l'homme en général, soit en tant que professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique institutionnelle de prendre en charge des questions des droits de l'homme, mais soit aussi en tant que militants de droits de l'homme, et ils savent que sur les questions de défense des droits de l'homme, il n'y a jamais je dirais, de satisfaction totale. On n'est jamais satisfait totalement d'une situation de l'état des choses quand on parle de droits de l'homme. Et d'ailleurs, j'ai fait une métaphore dans une intervention précédente. La relation aux droits de l'homme, c'est comme une relation à l'eau ou à l'air. C'est-à-dire, on n'a jamais assez bu et on n'a jamais assez respiré de l'air pur. On a toujours besoin, on a toujours cette soif d'avoir plus de choses, plus de droits, ce qui est légitime, c'est la nature humaine, et on a un penchant vers donc un bien-être au niveau aussi de nos droits. Donc, et ça, c'est un indicateur important. Bien sûr, les critiques vont jamais cesser, mais il faut, à mon avis, être serein, humble et aller dans la logique qu'a choisi le Maroc d'une façon souveraine. Donc, c'est l'option de la réforme. Bien sûr, c'est une réforme parfois qui nous semble un peu, je dirais, au ralenti. Parfois, nous avons des déceptions par rapport à certaines décisions, mais on doit continuer notre lutte, notre vigilance et continuer dans le chemin des réformes. Et je pense que c'est la meilleure manière donc, de répondre à toutes les mauvaises foi, je dirais, pour cette question de droits de l'homme. D'ailleurs, beaucoup de militants et de militantes considèrent que nous avons beaucoup de chemin à parcourir. Nous sommes conscients des acquis, mais nous sommes aussi conscients du chemin qui nous reste à parcourir dans ce domaine sans complexe. C'était d'ailleurs le constat sur le réforme de la santé. Et donc, votre collègue aussi parlementaire, qui était aussi chargé de mission, il avait dit qu'on traîne encore, qu'on peine encore à mettre en place cette réforme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je ne sais pas à quoi on se heurte, mais les réformes peinent, ce qui est peut-être justifiable, parce que les réformes, des fois, ce sont des textes qui viennent d'ailleurs, il faut attendre le temps de ratisser le terrain pour peut-être les mettre en place. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure dans une réponse à un intervenant, sur la question c'est la volonté politique et la bonne foi. Donc, il faut afficher une volonté politique et exprimer cette bonne foi et d'engager les processus de réforme. Et ça, c'est ce qui est important. Après, bien sûr, on peut avoir des divergences sur la manière de faire et le rythme. Ça, c'est toujours discutable. Mais il faut
trancher sur l'option et sur une détermination sur le cap vers la consolidation des droits de l'homme et que c'est un choix irréversible pour notre pays. Les, pour les élus locaux, je pense que il y a matière à faire, à développer. Et je pense qu'il y a des initiatives louables dans ce domaine, mais ils sont, je dirais, dans le stade expérimental. Et je pense qu'il y a un effort à fournir sur ce côté. En tout cas, quand j'étais au CNDH, 2011-2018, on a essayé donc de faire des programmes avec les territoires et nous avons même produit, il est sur le site, un guide sur région et droits de l'homme, c'est-à-dire que qu'est-ce que peut faire la région en matière de droits de l'homme dans ses prérogatives. Et c'était un guide très utile pour les élus au niveau des régions. J'espère aussi qu'il y aura d'autres initiatives de ce genre pour les communes, les municipalités, mais aussi pour les conseils préfectoraux au Maroc, qui ont aussi des compétences en matière de politique publique au niveau territorial. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre présence et cette fois-là, merci beaucoup et à la prochaine. Ah oui, qui veut des dédicaces?